Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Vous suivez maintenant l'émission On en parle à Taïwan. En ce dimanche 13 octobre, l'émission On en parle à Taïwan d'aujourd'hui vous est présentée par Florian Dai, Meg et François-Xavier Boulet. Et aujourd'hui, on va vous parler, alors pour ma part, d'un festival de films taïwanais qui s'est tenu à Berlin cette semaine. Et de mon côté, je vais vous parler des comportements, des astuces pour vivre plus longtemps. Vivre plus longtemps, pas mal. Alors moi, ce sera aussi question santé, mais pas sur la longévité. C'est vivre moins longtemps. Non. Mais la santé connectée avec le ministère qui vient de lancer 3 grands types de centres d'intelligence artificielle en collaboration avec plusieurs hôpitaux taïwanais. Et donc si on vit plus longtemps, ça pourrait être une occasion ou plusieurs occasions de plus pour aller voir des films. C'est sûr, en fait. Alors, quel film nous proposes-tu justement ? Alors, le film, c'est pas ma propre sélection, c'est celle du festival de films taïwanais qui a lieu à Berlin. Et donc, c'est la 7e année que ce festival se tient. Donc, cette année, c'était à partir du 8 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un peu la fin déjà, désolé. Mais si vous étiez dans le coin ou juste pour savoir un petit peu les films qui sont présentés, en tout cas en Allemagne, il y avait donc 7 longs métrages, en plus de courts-métrages aussi ou d'autres de films d'animation notamment. Donc, le film d'ouverture du festival, c'était un documentaire. Je vais vous mettre... un petit feu. Non, je vais vous interroger, mettre vos connaissances à l'épreuve. Un documentaire réalisé par Tsai Tsong-long. Là, c'est un peu difficile. Et surtout que c'est en allemand. Ah non, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne. C'est un documentaire sur un travailleur migrant vietnamien qui a été abattu par un policier. J'arrive pas à trouver la suite. C'est comment il s'appelle ? En chinois, c'est Jiu Chang. Jiu Chang, oui. Et son titre en anglais, c'est And Miles to Go Before I Sleep. C'est un documentaire qui est assez important dans la compréhension de la situation des travailleurs migrants à Taïwan et les situations auxquelles ils et elles peuvent être confrontés, notamment les conflits avec la police. Donc dans ce documentaire, on voit notamment la caméra du policier, donc la caméra embarquée, qui est sur sa chemise, c'est ça. Et donc on voit vraiment tout ce qui se passe tel quel. Il y a aussi les récits de la famille, donc du travailleur et d'autres personnes qui étaient là. Mais le fait d'avoir pu obtenir ces images vraiment d'archives de la police, ça fait vraiment voir que c'est assez choquant parce qu'on le voit en train de saigner au sol et les policiers qui disent non, il est dangereux, il ne faut pas s'approcher, donc ils ne vont pas lui mettre les menottes, mais quand les ambulances arrivent, ils prennent d'abord un policier qui a une égratignure, enfin un peu plus, mais dont la vie n'est pas en danger en tout cas. Et donc il s'écoule un temps très long avant qu'ils reçoivent des soins médicaux et ce temps est beaucoup trop long en fait, alors qu'il y avait eu l'occasion où il y aurait pu le sauver en fait. Voilà. Mais il disait non, il est dangereux alors qu'il était par terre, il était impuissant quoi. Donc voilà, c'est vraiment un documentaire qui est assez difficile à voir, mais qui est important quand même, je trouve. Qui retrace la réalité aussi de beaucoup de travailleurs migrants à Taïwan en fait. Taïwan est probablement assez proche d'autres travailleurs migrants dans le monde en fait. Oui, aussi. Ensuite, un autre film classique, cette fois-ci pas documentaire, réalisé par... je vais continuer à vous mettre à l'épreuve. Un des réalisateurs phares de la nouvelle vague taïwanaise. Le nom du réalisateur. Il y en a plus qu'un. Edward Yang. Et voilà, du premier coup. Donc c'est Le Terroriste, Kong Po Fenzi, qui est présenté cette fois-ci. Il y a aussi de Xu Xiaoming, Poussière d'ange. Donc ces 2 films dépeignent les luttes et la solitude des minorités sociales à Taïwan. Donc c'était un peu aussi le thème qui est mis en avant cette année au Festival du film taïwanais de Berlin.
Et Le côté sombre de la société taïwanaise, c'est ça le film, le côté thème. sombre, le côté aussi Le revers de la médaille. des minorités sociales, disons. Oui, voilà. D'accord. Voilà. Après, il y en a un qui est une collaboration internationale entre Taïwan, Singapour et la Malaisie, qui s'appelle Snow in Midsummer, ou Yue Xue, qui tourne autour de l'incident du 13 mai, donc du 13 mai 1969, lorsqu'il y a eu des violences entre Malais et Chinois à Kuala Lumpur, qui ont entraîné la proclamation de l'état d'urgence en Malaisie. Donc voilà, c'est un drame historique. C'est vrai que dans ces pays, que ce soit la Malaisie ou l'Indonésie, comme il y a une forte communauté de Chinois d'outre-mer, en fait, il y a eu toujours des conflits, en fait, de plus ou moins entre les Chinois qui sont plus ou moins bien établis avec une richesse beaucoup plus importante par rapport aux habitants locaux, en fait. Ouais. Donc il y a aussi des tensions entre groupes ethniques, groupes sociaux. Ensuite, dans les films d'animation, il y a Pixie, Pajie, qui est réalisé par Chiu Li-wei, qui est une métaphore des minorités marginalisées dans la société. Donc on reste quand même dans le même sujet. Il y a aussi Shali, réalisé par Lien Chien-hong, qui est une histoire d'amour. Et Fish Memories, Junshin de Etienne, réalisé par Chen Hongyi, qui traite d'un triangle amoureux. Et cette année aussi, pour la 7e édition du festival, il y a une nouvelle catégorie qui est ajoutée, qui est consacrée aux courts-métrages. Donc des courts-métrages soit réalisés par des Taïwanais, donc à Taïwan ou à l'étranger, soit tournés à Taïwan par des Taïwanais ou par des étrangers. Voilà. Et donc 6 films ont été retenus, 5 qui sont des productions taïwanaises et une autre donc réalisée par des Tchèques à Taïwan dans le quartier de Jiantan, qui présente la culture taïwanaise du karaoké. Ah, je crois que c'était des marchés de nuit. Presque. Je savais pas qu'il y avait une culture importante de karaoké à Jiantan, en fait, qui est pas loin de la radio. Oui. Ouais. Je sais pas si c'est parce que c'est particulièrement important le karaoké, mais en tout cas, oui, il y a le marché de nuit là-bas, donc il y a aussi des activités nocturnes. C'est possible que fait. ce soit lié à ça, en fait. Voilà. Et puis parmi les 5 productions taïwanaises de court-métrage, il y a Trust Game de Lin Zhiyu, il y a Iris de Tsai Yijie, Obi de Jared Ye, Absolutely No Sexual Favors de Tong Xie et Sugarcoat de Joy Chang. Donc là, ce sont vraiment des sujets plus variés. Il n'y avait pas de thématique précise pour cette catégorie de court-métrage, en fait. Non, c'était plus ouvert pour le coup. Et donc, voilà, c'est effectivement, les organisateurs du festival ont dit que même si les sujets semblent sombres, ils espéraient participer à détricoter certains stéréotypes sur les minorités à Taïwan et de faire choisir ce sujet-là dans un festival qui a lieu en Allemagne, chercher aussi à refléter le fait que Taïwan soit souvent mise à l'écart lors d'événements internationaux, mais que c'est pas pour ça qu'elle ne devrait pas avoir une place importante. C'est donc en faisant un peu un parallèle entre Taïwan qui est à l'écart sur la scène mondiale et certaines minorités qui sont à l'écart dans la société taïwanaise, pour dire, voilà, bon, même si ce ne sont pas des acteurs de premier plan, en fait, ils ont tout à fait leur place dans la société taïwanaise, et donc c'est important aussi de s'intéresser à eux, et voilà. Donc c'était... Oui. C'est bien d'avoir parlé de la situation des minorités qu'on traite dans les films, et ça me rappelle, cette semaine, on a traité dans l'actualité une actualité absolument incroyable et choquante, en fait, qui mérite... En fait, je me demande s'il n'y aura pas quelqu'un qui fait un film, un documentaire, à partir de cette histoire. C'est tout à fait probable. Sur la travailleuse migrante philippine qui a accouché chez son employeur. Ouais. Parce que c'est toi qui avais traité ce titre mercredi, en fait, et j'ai relu le titre, et lorsque j'ai relu le titre, ça me paraissait... Il y avait plein de questions, j'ai commencé à me poser, en fait, parce que la travailleuse migrante travaille comme aide-soignante dans une famille, et du coup, elle a accouché seule dans son lit, dans une chambre, et qui a été filmée.
C'est ça. Et puis le film a été divulgué sur les réseaux Voilà. sociaux et il a énormément tourné en fait. Donc beaucoup de gens ont vu ça. Alors déjà, comment ça se fait qu'elle était filmée? Est-ce qu'il y avait toujours une caméra dans sa chambre pour qu'elle soit surveillée Est-ce qu'elle par soit ses surveillée tout le employeurs? temps ou pas? Et C'est la que c'est question. diffusé par ses employeurs. Je En suppose plus, que c'est pas elle qui a dû diffuser Oui, en tout ces cas, ça images. pose question. Et aussi, en fait, durant toute la grossesse, comment elle a dû traverser cette période, parce qu'à Taïwan, normalement, on est censé aller à l'hôpital dès les premières être contrôlé semaines tout de de la suite. grossesse pour être suivi, Et une pour fois être par mois sûr ensuite. que Ouais, une fois par mois ensuite, pour être sûr de la santé de la maman et de fœtus en fait. Et du coup, je sais pas si cette femme a été suivie en fait médicalement parlant jusqu'à accoucher un enfant en fait. Et c'est toutes ces questions que je m'étais posées et ça me paraît absolument choquante. Et on peut imaginer qu'elle a dû travailler en fait dans une famille comme ça jusqu'au dernier jour de C'est ça, l'accouchement ouais. en fait. très probablement. Ouais. Et puis dans la news, il disait aussi que avant qu'elle puisse rentrer dans son pays d'origine, pour probablement confier le bébé à sa mère, j'imagine, ou à ses parents, ou alors s'en occuper là-bas, mais je sais pas, enfin voilà, c'est pas sûr. Il fallait qu'elle puisse d'abord obtenir un passeport pour elle et pour son enfant, mais ça veut dire Ouais. qu'elle-même, elle n'a pas de passeport valide maintenant. Ça veut dire c'est expiré, oui. Donc Soit c'est aussi le une passeport question... expiré, soit il a été confisqué par ses employeurs. Non, C'est c'est aussi qu'elle n'a pas de possible. passeport valide. Mm. Et il faut faire un passeport. Et du, Et ouais. du coup, c'est plus... elle Mais donc ça, c'était dans un aussi à triple faire embarras, quoi. probablement à l'avance. Enfin, je sais, le Ça veut passeport, dire qu'elle est en tu le sais situation illégale. très, très tôt quand est-ce qu'il va... Enfin, jusqu'à quand est-ce qu'il arrive à terme, mais tu peux le faire plus tôt. Et donc c'est aussi elle ou ses employeurs qui n'ont pas fait ces démarches en amont, alors que ça aurait été facile à faire plus tôt, en fait. Ouais, au moins comme... ou alors c'est comme Fix dit, c'est une personne en situation irrégulière. C'est possible Parce qu'il aussi. y a Et- pas mal aussi de travailleurs, enfin pas mal, c'est toujours trop en fait, qui fuient leur premier employeur, soit parce qu'ils sont maltraités, soit parce qu'ils préfèrent trouver mieux ailleurs, et qui sont embauchés au noir. Du coup, ils ont plus de papier, même Ouais. si leur passeport est encore valide, ils n'ont pas le droit d'être pour cet employeur-là. Là, si elle a plus de passeport, ça veut dire qu'elle a dû prolonger comme ça de manière un peu illégale les ça emplois non explique déclarés. peut-être qu'elle n'était pas suivie à l'hôpital. C'est ça. Et ça Ouais. explique peut-être aussi pourquoi. Mais ça m'étonne que si c'était vraiment la situation, la famille qui l'embauche est aussi dans l'illégalité en Parce fait. que dans Tout à l'actualité, il fait. disait pas ça non plus. Du Enfin, coup- et elle était suivie aussi par cette association de travailleurs. Du coup, on n'aurait pas Donc- pu diffuser. Je veux dire, le patron n'aurait pas pu diffuser de Et la lui-même question, ces c'est, images. est-ce qu'elle-même n'a pas choisi de se filmer aux dernières heures quand elle sait qu'elle va accoucher pour pouvoir divulguer cette situation et sortir d'une galère dans laquelle elle n'arrive pas à se sortir? Pour aucune femme, J'en sais c'est rien. des images qu'on souhaite divulguer. C'est vrai. je C'est sais pas. vraiment c'est quelque chose vrai. d'intime. Ouais, Mm. ouais. Et puis, enfin, tu sais pas ce qui va arriver non plus. Je veux dire, filmer ça quand tu es toute seule, tu Oui. crains pour ta vie. Enfin, je suis désolée, mais tu as C'est d'autres pas choses à faux. faire Mm, que... Ouais, je sais pas. Il y a tellement de questions, c'est pour ça je pense que ça mérite vraiment d'être suivi et de raconter ça à travers des images, en fait, à travers un film, par exemple. Ouais, ouais. Donc Voilà. voilà, on va donner des idées Pour pour les les réjouissances. réalisateurs et pour les festivals prochains. Voilà. En tout cas, ça c'était pour le festival taïwanais de films, le festival de films taïwanais de Berlin Donc, qui a lieu chaque année depuis 7 années maintenant. depuis 7 ans. Mm. SEPT. Oui, c'est ce que je disais. J'étais pas sûre. Voilà. Depuis 6 plus 1, parce que je sais pas dire 7. Ou 8 moins 1. 8 Aussi. moins 1. Alors, le sujet dont je prévoyais de vous parler, c'est d'un autre complètement différent. On va parler de l'espérance de vie. Parce que récemment, l'Université de la médecine de Taipei, en collaboration avec l'Université nationale de Taïwan et l'Academia Sinica, ont mené une étude à partir des enquêtes que le gouvernement taïwanais réalise depuis 15 ans déjà sur la santé des citoyens des Taïwanais. Donc, les chercheurs ont essayé de prendre 5 comportements qui peuvent contribuer à l'espérance de vie pour savoir si vraiment ça joue dans la vie, dans la longue durée de vie d'une personne en fait. D'accord. Alors les 5 comportements qu'ils ont pris, c'est ne pas fumer, ne pas boire d'alcool à l'excès, avec modération, réaliser des exercices physiques, donc des sports régulièrement,
manger des fruits et de légumes de manière suffisante et conserver un poids Moyen, ni surpoids, de santé idéal. ni voilà, un poids moyen, quoi. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Et donc, il y a 19 000 personnes qui ont été suivies, 19 000 personnes d'âge de plus de 30 ans, en fait, qui ont été suivies pendant 15 ans. Et il s'avère que si on respecte ces 5 éléments, 5 comportements, on peut avoir une espérance de vie de 7 années de plus Ça augmente que de 7 les ans. autres. 7 ans de C'est plus. énorme. Et le plus Même si ça important reste aussi, une c'est moyenne. qu'on réduit à 28% les dépenses médicales. D'accord. Voilà. Et ces 5 éléments comportements ajoutés dépassent bien sûr si on respecte qu'un seul comportement sain en fait. Par exemple, au niveau du poids, apparemment, si on est en surpoids, c'est-à-dire lorsque notre indice de masse corporelle est supérieur à la moyenne, et la durée de vie ne change pas de manière conséquente, mais on peut réduire jusqu'à 21% la durée de vie, les dépenses médicales. D'accord. Voilà. Mais cela signifie donc, même si on ne meurt pas, on ne va pas vivre en bonne santé. Forcément en bonne santé. Voilà, non plus. Donc, il y a beaucoup de problèmes de maladies chroniques, en fait, qui suivent. Et pour les personnes qui ne fument pas, ils peuvent vivre en général, apparemment à Taïwan, 2,31 années. Je ne sais pas ce que ça signifie, 2,31 Ça reste une années. moyenne. De plus que ceux qui fument, en fait. Et la réduction de dépenses médicales, c'est de plus de 9%. Voilà. Moi, je trouve que ces chiffres-là, ils auraient dû les présenter autrement. De dire, ceux qui fument vivent combien de moins qu'un non-fumeur, Voilà. qui devrait être plus le standard en matière de santé, en tout cas. Et ceux qui consomment l'alcool avec modération, c'est-à-dire nous tous, Voilà. on vit Toujours avec modération. c'est-à-dire on vit 1,62 ans de plus. D'accord. Voilà. Donc tout cela veut dire que ceux qui peuvent vivre le plus longtemps, c'est ceux qui consomment de manière assez étonnante, de manière suffisante, les fruits et les légumes. Aussi. Ça prolonge de 3,25 années la durée de vie. Ah oui, donc l'enjeu est un peu plus intéressant en matière de légumes et de fruits. Voilà. Et légumes et fruits, donc selon les recommandations de Taïwan, il faut manger 3 parts de légumes et 2 parts de fruits par jour. Et une part, c'est à peu près des légumes cuits, la moitié d'un bol chinois en fait. Un demi-bol. Pas moi, un ça fait méga une bol portion, français. Une demi... Une demi-bol... Ouais, une demi-poignée comme ça. Une demi-poignée. Et une part de fruits, c'est un poignet. D'accord. Voilà. Donc, 3 parts de légumes et 2 parts de fruits par jour. C'est recommandé. D'accord. Et Oui, parce que si tu manges une poire ou une pomme, c'est pas la même chose que si tu manges une pastèque. Ou une cerise. Non plus. apparemment, en fait, de manière générale, les Taïwanais ne consomment pas. Il y a très peu de Taïwanais qui atteignent ce quota recommandé. En fait, Effectivement, en oui. Les légumes et de fruits, c'est vrai? Ouais. Et il y en a qui consomment qu'une part de fruits et de légumes par semaine. Et dans ce cas-là, la durée de vie réduit de 8,5 ans, en fait, par rapport à la moyenne. Et au niveau de sport, ça permet de prolonger à 2,1 ans la durée de vie. Là, c'est pas du sport intense, c'est vraiment sport régulier, exercice de santé. Là, ce qu'il définit comme sport suffisant, c'est que chaque semaine, on réalise 500 équivalents métaboliques. C'est-à-dire pour un adulte de 65 kilos, il faut qu'il fasse au moins 30 minutes de vélo, par exemple, par jour, en raison de 5 jours par semaine. Ou alors faire la course à pied 30 minutes par jour, 3 jours par semaine. Donc plus de vélo que de course à pied. Oui, et en fait, c'est la première fois que Taïwan réalise une étude dans ce sens à grande échelle et sur une longue durée. Apparemment, par rapport aux autres pays, Singapour avait réalisé les mêmes études similaires en fait. Sur 15 ans aussi. Sur une durée assez longue et en suivant les 5 comportements de santé. Et pour les hommes à Singapour, l'augmentation de moyenne de vie est de 6,6 ans et 8,1 ans pour les femmes. Et pour les Japonais, c'est 10,3 ans. Pour les Japonaises, c'est 8,3 ans. Et pour les Américains, c'est 12,2 ans
et américaine, 14 ans. Waouh. Ça veut dire que à la base, Voilà. ceux qui ont une augmentation de durée de vie plus importante, ils faisaient pas du tout ça. À mon C'est avis, sans- c'est Ils ça en c'est fait. sans respectaient doute. moins C'est pour ça. Mm. ces critères. Et ça me permet aussi de retrouver une autre recherche publiée en 2012 en fait, qui était pas à Taïwan, c'était publié dans British Medical Journal et qui proposait une étude réalisée pendant 18 ans à partir des années 80 sur 1800 personnes d'âge de plus de 75 ans. Donc là, ça vise plus les personnes âgées. En fait, apparemment, si on arrive à avoir du sport régulier, mais aussi un cercle social assez riche et des activités de loisirs, on peut avoir une durée de vie de 2 ans de plus. D'accord. Voilà. Et là, c'était donc une fourchette de 10 fois moins de personnes, mais vraiment Plus une âgées. population plus âgée aussi. Voilà. Et j'ai envie aussi de partager ce que Daily Mail de l'Angleterre qui avait publié cette année, en fait, sur les éléments qui permettent de vivre plus longtemps. Mais ce que j'ai envie de citer, c'est sur les éléments qui permettent de vivre moins longtemps, qui réduisent la durée de vie. Apparemment, Les éléments noirs. les Le éléments contraire de ça, donc fumer, boire, ne pas manger de fruits et légumes. En fait, de manière curieuse, c'est pas ça, c'est la pression dans la vie en général. Ça réduit de 2 ans et 8 mois, en fait, 2,8 ans. le stress. Le stress, la pression et le fait de ne pas faire du sport, mais assis pendant longtemps. D'accord. Et aussi l'hypertension. Et l'article a cité donner naissance, accouchement aux enfants, mais j'ai pas envie trop de parler de ça en fait. Je trouve ça étrange parce qu'il dit... C'est pas si étrange que ça, mais oui. Non, apparemment, si tu accouches un enfant, tu réduis 7 ans de ta vie. Donc, ça me paraît conséquent en fait. Mais je sais pas si c'est le fait d'accoucher ou le fait de devoir élever les enfants. Je pense que les deux, c'est... Parce que ça fait beaucoup de stress. Il y a une étude américaine qui avait été faite sur l'éducation des enfants en disant que des parents de garçons vivent en moyenne 5 ans de moins que des parents de filles. Donc fixe, élever si des tu as garçons, 3 garçons... C'est pas bon signe. Je dis ça, mais par exemple, les grands-parents de mon épouse qui ont élevé 5 garçons ont vécu jusqu'à centenaire. Hein. Ah, donc c'est aussi une... Il y a c'est aussi- peut-être il y a l'exception toujours qui vient... Peut-être ils buvaient pas, ils fumaient pas, ils faisaient des sports. Ah oui, peut-être aussi. Moi, j'avais entendu aussi une autre épouse, Épouse. je vais y venir. Une autre enquête qui montre que les hommes mariés vivent plus longtemps, mais les femmes qui se marient vivent moins longtemps que si elles restent célibataires. Ça, j'avais c'est entendu tout ça à fait aussi, ouais. sûr. C'est vrai. Voilà. Donc, comme quoi. dans les conseils pour rester en vie plus longtemps, si vous êtes un homme, mariez-vous. Si vous êtes une femme, ne vous mariez pas. Et n'accouchez pas. Et n'accouchez pas. En résumé, pour vivre longtemps, vivons heureux. Vivons seuls. Voilà. Voilà. Alors, C'est pas... il y a l'instant. l'intelligence artificielle qui peut aussi aider à vivre peut-être pas plus longtemps, mais en À tout rester cas en célibataire. meilleure santé. Peut-être que c'est lié. Et le ministère de la Santé, cette semaine, a approuvé justement des demandes de subventions de plusieurs hôpitaux pour créer 3 types de centres d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Pardon. Alors, des 3 types de centres. J'insiste dessus parce qu'au début, je croyais que c'était 3 centres. Maintenant, c'est chaque hôpital va pouvoir avoir son centre spécialisé dans un domaine ou l'autre. J'y arrive tout de suite. Mais donc, c'est 3 types de centres d'intelligence artificielle. Il y a 16 hôpitaux qui ont été subventionnés cette semaine par le ministère de la Santé. C'est presque un dossier sur 2 d'approuver parce qu'il y avait eu 30 demandes. Alors, ces centres d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, on peut se demander qu'est-ce que c'est, quoi. Alors, le premier type de centre, c'est pour mettre en œuvre une intelligence artificielle responsable dans le monde de la santé. Pourquoi ? Bon, on va le venir après. Je dis d'abord les 3 autres. Il y a les des 2 autres sourcils types. froncés ici dans le bureau. Hein. C'est normal. Il y a aussi un centre de vérification d'intelligence artificielle clinique. Et le 3e type de centre, c'est bien sûr de la recherche et puis sur l'impact général de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé. Donc, explication. Explication, bien le ministre de la Santé, Chiu Tae-yuen, a très bien expliqué la chose en disant qu'il s'agit d'une étape importante dans les soins médicaux intelligents de Taïwan. Donc, intelligence C'est très clair, artificielle tout à fait. Qu'est-ce que ça veut responsable, dire ? c'est à l'opposé de intelligence humaine irresponsable, en fait.
Voilà, non, le but affiché premier, c'est d'améliorer la qualité des soins en renforçant la sécurité, la transparence et la fiabilité des technologies d'intelligence artificielle. Parce qu'elle est intégrée partout aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est même intégrée pour créer des nouveaux médicaments. Donc, vu que dans le domaine de la recherche, c'est pas étonnant de se dire, on arrive à trouver des innovations, des nouvelles manières de détecter les maladies. Il y a aussi des recherches qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller plus vite dans la mise au point de médicaments et de formules, surtout pour les médicaments chimiques de médecine occidentale, quoi. Et du coup, il faut que ce soit bien sûr transparent, il faut que ce soit contrôlé par l'humain, et il faut que la sécurité soit optimale, au sens où ces centres doivent permettre aux hôpitaux de proposer des diagnostics et des traitements plus précis, personnalisé, parce que si tu utilises l'intelligence artificielle dans le partage des données, il faut que la transparence des données soit claire pour le médecin, mais que les données restent confidentielles pour ce qui concerne bien sûr les dossiers des patients. Et ça permet le deuxième centre d'intelligence artificielle dans la vérification d'intelligence artificielle clinique doit permettre d'accélérer dans l'innovation pour toutes les entreprises qui veulent un environnement plus favorable, notamment pour certifier leur démarche auprès de l'agence de contrôle médicamenteuse de Taïwan, avec un but final, bien sûr, la commercialisation des nouveaux, que ce soit des équipements médicaux intelligents ou médicaments. Donc, pour faire simple, ces centres doivent viser à transformer l'écosystème de la médecine intelligente à Taïwan de manière complète, globale, pour la mettre au même niveau que les pays qui l'utilisent déjà, comme le Japon le développe, la Corée du Sud commence, pour ne citer que les voisins, mais aussi l'Europe et les États-Unis, pour avoir des applications d'intelligence artificielle plus sûres et accessibles, qui soient commercialement viables, avec des bénéfices directs pour les patients du domaine de la santé et pas seulement pour les grandes entreprises ou laboratoires qui, eux, voient des fins plus commerciales. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 types de centres d'intelligence artificielle. C'est pour protéger avant tout les besoins des patients, aider les médecins dans leur diagnostic et dans le processus de soins, et aider à la commercialisation de meilleurs médicaments à terme. Et pour Li Tianchang, qui est le directeur du bureau de gestion de l'information au ministère de la Santé, il est important justement d'utiliser bien et mieux l'intelligence artificielle dans les produits de santé, parce que c'est une tendance mondiale et Taïwan est un peu en retard par rapport à d'autres pays, comme on le disait à l'instant là, mais il y a encore plusieurs obstacles qui subsistent pour l'introduire de manière efficace dans les domaines médicaux. Et il prend l'exemple des pays avancés qui ont déjà introduit l'intelligence artificielle en matière de santé, comme les États-Unis, comme plusieurs pays d'Europe, et qui manquent encore de lois qui viennent encadrer réellement l'application de l'IA en matière de santé, même si il y a 6 principes de l'intelligence artificielle responsables qui ont été énumérés et élaborés par l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qu'il y a aussi une loi de l'Union européenne en matière de santé d'intelligence artificielle, et que les États-Unis font une loi sur le partage d'informations médicales. Ça fait un peu peur, le partage d'informations médicales. Mais Taïwan veut travailler dessus pour que les politiques ne soient pas que déclaratives, mais qu'elles soient vraiment mises en œuvre. Donc c'est aussi pour ça que Taïwan choisit de ne pas lancer tout de suite, en tout cas d'après les propos du directeur du bureau de gestion d'information du ministère de la Santé, de mettre l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, puis on verra ce qu'il advient, mais il veut d'abord sécuriser le secteur pour pouvoir l'intégrer progressivement. Effectivement, oui, il y a besoin souvent pour tout ce qui est innovatif comme ça, surtout avec l'IA où ça peut vraiment partir dans plein de directions différentes et être utilisé par des personnes qui n'ont pas forcément le bien commun comme priorité. C'est important que ce soit encadré et que cet encadrement soit mis en place et appliqué, parce que juste faire des lois, c'est pas suffisant non plus. Il faut qu'elles soient appliquées. Et là, on parle quand même de le sujet, donc c'est le patient, et le patient, c'est l'humain. Donc c'est clair qu'il est exposé au double sens du terme. Eh bien, merci pour ces sujets. C'était On en parle à Taïwan, qui vous a été présenté par Floriane, Meg et François-Xavier. Bye bye. Bye bye.